Vous savez, les changements de culture, ça prend un certain temps. On aimerait que le fait d'être concerné par l'environnement, par les sortes de générations futures, que tous nos comportements, que ça change beaucoup plus vite à partir du moment où on a les connaissances scientifiques. Mais ça prend du temps, ça prend du temps. Notre attitude vis-à-vis de la guerre, notre attitude vis-à-vis de l'environnement, tout ça, ça demande un certain temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va plus vite que les gènes. Parce que pour avoir un nouveau gène altruiste dans l'espèce humaine, il faudrait 50 000 ans. C'est beaucoup trop tard pour tous les défis qui se mènent aujourd'hui. L'évolution des cultures est un phénomène darwinien qui est de plus en plus étudié et ça va beaucoup plus vite. Et c'est notre chance de pouvoir changer un petit peu. Nous sommes des super coopérateurs. On peut encore monter d'un cran vers la coopération, vers la solidarité, vers le sentiment de responsabilité, vers tout ce qui fait que nous pouvons œuvrer ensemble vers un monde meilleur. En bref, je pense qu'en dépit de tous les drames qu'on voit dans l'humanité, la plupart du temps, la plupart des 7 milliards d'êtres humains se comportent de manière décente les uns envers les autres. Ça, c'est la banalité du bien, et c'est sûr que les exceptions nous frappent à la figure et touchent notre cœur, et on est au courant tout de suite de ce qui se passe dans le monde à n'importe quel moment, mais en gros, ça peut vous paraître surprenant, mais toutes les études montrent que la violence n'a cessé de diminuer depuis 5 siècles. Simplement, il y a des choses absolument tragiques, dramatiques qui continuent à se produire. Mais en gros, je pense que nous allons plus ou moins dans la bonne direction. Le grand défi, c'est bien sûr le sort de la planète. Et là, il faut vraiment que nous nous réveillions un petit peu plus. Merci beaucoup. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on précise ce dont on parle. On a mis exigence et bienveillance vers un leadership impossible, point d'interrogation. Je vous prends un témoin. Souvent, dans nos organisations, on a tendance un peu à exclure l'un de l'autre. On ne peut pas être exigeant tout en étant bienveillant. J'aimerais que vous puissiez nous éclairer sur de quoi parle-t-on quand on parle de bienveillance et les liens aussi avec empathie et altruisme. Alors déjà, en plus, en 5 minutes, mon ami Henri Lachmann a jeté dans la balance le sentiment de responsabilité, la solidarité. Finalement, c'est toutes des déclinaisons d'une même chose. Finalement, l'altruisme, ce n'est pas simplement une sorte d'utopie un peu bisounours, naïve, de gars qui est prêt à sacrifier pour tout le monde, de faire marcher dessus comme un paillasson. L'altruisme, c'est simplement une attitude a priori bienveillante. Ce n'est pas tout le temps et envers tout le monde, mais à un moment donné où, dans nos pensées, vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'un groupe, notre souhait, notre aspiration, notre détermination, c'est d'accomplir le bien de cette personne. Il se trouve très souvent que cette bienveillance est confrontée à la souffrance. Alors, dans la psychologie, en neurosciences et dans le bouddhisme, la bienveillance confrontée à la souffrance devient la compassion, c'est-à-dire la même chose, mais c'est le souhait que les souffrances et les causes de la souffrance soient dissipées. Alors l'empathie, on met ça à toutes les sauces, mais c'est quelque chose de très précis et d'assez différent. L'empathie, c'est ce qui nous renseigne, c'est un signal d'alerte, un signal d'alarme qui nous dit la condition de l'autre. Si je vous vois, vous êtes un grand sourire, ça apporte un sourire en moi, il y a une résonance émotionnelle. Si je vois, je suis infirmier, je vois une personne qui souffre, je souffre véritablement de sa souffrance. Et Tanya Singer, qui vous avez vu dans ce documentaire, c'est une grande spécialiste de l'empathie, elle a montré qu'on souffrait véritablement de la souffrance d'autrui. Mais là, le problème de l'empathie, c'est que ça ne se traduit pas nécessairement par de l'altruisme. Ça peut se traduire par une détresse empathique, par un épuisement émotionnel. Si vous n'avez que l'empathie à votre disposition et que vous êtes une aide-soignante, une assistante sociale et que jour après jour vous souffrez de la souffrance d'autrui, vous allez droit au burn-out. Donc ce qu'il faut, c'est placer l'empathie dans la sphère beaucoup plus vaste, chaleureuse, ce sentiment qui vient du cœur, qui vient de cette chaleur humaine et les travaux qu'on a fait avec Tanya ont montré que l'amour altruiste dans le cerveau active des réseaux neuronaux différents de l'empathie. Et c'était en fait un antidote à la détresse empathique. Donc vous voyez, c'est différent. Il y a une empathie cognitive aussi, qui consiste à se mettre à la place d'autrui, de réfléchir à sa situation. Ça, c'est plutôt cognitif. Donc c'est quelque chose de très précis qui nous permet, quand on a manque d'empathie, on n'a aucune notion des besoins de l'autre, de sa situation. Il y a les psychopathes manquent notoirement d'empathie, c'est qui coupent les gens en morceaux, ils trouvent que c'est très bien, ça ne leur fait rien du tout. Donc c'est le manque total d'empathie. Par contre, un psychopathe
est très bon en empathie cognitive. Il calcule, il est très fin dans son appréciation de la situation d'autrui pour les manipuler et les instrumentaliser. Alors, par rapport à ce que nous disions, l'exigence, la responsabilité, finalement l'altruisme c'est quoi? C'est d'abord d'accorder de la valeur à l'autre. Parce que qu'est-ce qu'ont fait les dictateurs? Ils ont dévalorisé l'être humain, déshumanisé l'être humain. Ça devient des vermines, des rats, vous n'avez qu'à voir le vocabulaire employé par tous les dictateurs. Donc on dévalorise l'être humain, donc on n'est pas concerné par son sort. Donc accorder de la valeur à l'autre, c'est aussi se sentir responsable du sort de l'autre, un sentiment de responsabilité. Donc vous vous sentez aussi solidaire de son sort, parce qu'on est finalement tous dans le même bateau, que notre bonheur passe au travers, s'accomplit avec et au travers des autres. On n'est pas des entités isolées dans une petite bulle où on pourrait se dire, bon, eh bien, le bonheur, je suis très content si les autres sont heureux, mais ce n'est pas mon affaire, moi je m'occupe de mon petit bonheur, c'est plus facile à réaliser. Ça ne marche pas. D'abord parce que, comme je disais dans ce documentaire, moi, du matin au soir dans la bulle de l'ego, ça vous rend misérable, vous rendez la vie misérable à tout le monde. Et mon ami Alexandre Jolien dit, dans la bulle de l'ego, ça sent le renfermer. Et en plus, vous êtes en porte-à-faux avec la réalité, parce que la réalité est interdépendante, d'où le sentiment d'une responsabilité universelle. Donc en bref, l'altruisme, c'est une gestion où tout le monde est gagnant, c'est le double accomplissement de votre propre épanouissement et du bien d'autrui, donc tout le monde est gagnant. Donc vive la révolution altruiste. Nous sommes tous des révolutionnaires, on peut applaudir ça, on peut l'applaudir. Pareil, j'aimerais que vous abordiez aussi un point qui me semble important. Il faut que nos dirigeants et leur RH comprennent une bonne fois pour toutes, de manière définitive, que la bienveillance sert la performance. Est-ce que vous pourriez développer sur ce point? On a tendance à les déconnecter. Alors, pour ça, il faut prendre les choses en disant, voilà, il y a de nombreuses études. Il n'y a pas encore d'études qui ont été faites vraiment sérieusement sur l'effet de la bienveillance, sur le succès de l'entreprise. Mais il y a d'innombrables études qui montrent qu'une entreprise, une collectivité, une communauté où il fait bon être et bon travailler, ça, s'il n'y a pas photo, elles fonctionnent mieux, elles sont plus prospères. On le sait. Ça a été étudié en long et en large. Alors, maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il fait bon travailler quelque part? Ce n'est pas simplement parce que vous avez un bon salaire. On a montré que ce n'est pas le cas. L'OCDE a fait une enquête sur 100 000 personnes dans tous les pays développés en proposant 10 facteurs qui contribuent le plus au bien-être. Le salaire en numéro 6. Numéro 1, qualité des relations humaines. Donc, ça c'est clair. Au sein du travail, dans la famille, dans la société, la confiance, la méfiance, la peur, tout ça. Bon. Comment est-ce qu'on arrive à la qualité des relations humaines? Bon, déjà, commencer par la bienveillance, faire confiance à l'autre, être ouvert à l'autre, partager, coopérer. La coopération, il y avait une image où on voyait des gens qui coopéraient sur un toit. C'est une fête dans les villages au Bhoutan, au Népal, quand on construit un toit. Tout le monde vient, tout le monde rigole, on fait la fête le soir. Et c'est une grande joie de la coopération. Donc, un lieu où il fait bon travailler, c'est un lieu où on se sent bien avec ceux avec qui on coopère. On n'est pas tous là à s'observer pour se marquer des points, etc. Donc en fait, c'est une atmosphère qui est quand même fondée sur la coopération et donc une attitude a priori bienveillante. On ne peut que coopérer si on a quand même des sentiments. Et la confiance est quelque chose de très important. La confiance a notoirement baissé dans les pays occidentaux. Il y a 50 ans, il y avait un sondage d'opinion fait par Gallup sur « a priori, faites-vous confiance à un inconnu ». 60% des gens disaient oui. Aujourd'hui, c'est tombé à 30% aux États-Unis et en Europe. Ça, c'est délétère aux sociétés. On voit bien les sociétés scandinaves où les gens sont beaucoup plus confiance, le degré de satisfaction est plus grand. Donc, si vous voulez, en gros, la qualité des relations humaines, si vous avez les qualités d'amitié, etc., ça vient sur le fait que vous sentez que réciproquement, il y a une bienveillance mutuelle. Ce n'est pas simplement parce que vous êtes tous les deux les plus forts et que vous allez réussir, avoir encore plus de succès et de pouvoir à deux en alliant vos forces. Ça tient un certain temps, mais s'il n'y a pas des liens de cœur, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment la qualité des relations humaines, et ça c'est fondé principalement sur ce sentiment de solidarité, de considération pour autrui, d'accorder de la valeur à l'autre. Et ce n'est pas un sacrifice, parce qu'encore une fois, tout le monde y gagne. Donc il me semble que si on sait qu'un lieu fait bon travailler amène une entreprise plus prospère, eh bien, la bienveillance devrait être au cœur de tout ça. Et on voit le contraire, Enron. Qu'est-ce qui se passait à Enron? En plus des patrons qui étaient complètement corrompus, mais il y avait un système qu'ils avaient instauré pour être plus efficace, à savoir que tous les mois,
vous alliez noter de 1 à 5 tous les gens que vous connaissiez avec qui vous avez des relations dans l'entreprise, anonymement. Et si vous avez récolté une étoile 3 mois de suite, vous étiez viré, tout simplement. Donald Trump, you are fired. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a été fired et l'entreprise s'est écroulée, le patron est en prison. Et c'était l'enfer sur Terre, une entreprise pareille. Total manque de confiance. Il faut bien sûr mettre les moins bonnes notes possibles aux autres parce que vous avez un espoir de survie. Donc c'est le darwinisme social qui est le contraire de Darwin, mettait beaucoup plus l'accent sur la coopération qu'on ne le dit. La lutte pour la vie, on peut lutter ensemble pour survivre et non pas les uns contre les autres. Et d'ailleurs, les travaux récents de l'évolution, comme Martin Nowak et d'autres, montrent que la coopération, bien sûr la compétition existe, on le sait, on n'est pas idiot, mais la coopération a été beaucoup plus créative de complexité au fil de l'évolution que la compétition. C'est comme ça que vous avez des animaux sociaux et tout ce qui fait que la complexité augmente, c'est au travers de la coopération. Alors, la bienveillance, on peut faire l'hypothèse qu'être bienveillant vis-à-vis des autres, c'est d'abord l'être vis-à-vis de soi. Si vous deviez donner, 2-3 petits trucs aux dirigeants, aux leaders qui sont là et tous ceux qui les accompagnent pour cultiver cette bienveillance envers soi-même, qu'est-ce que vous auriez envie de partager? Alors au début, j'étais extrêmement méfiante sur ce truc-là, mais ça c'est une récupération par les narcissiques de la notion de bienveillance. Ils réussissent à récupérer tout, même la bienveillance. Je m'étais profondément trompé, parce que j'ai travaillé avec Christine Neff, Paul Gilbert, qui travaillent sur l'autocompassion avec des gens qui, malheureusement, semble-t-il, se haïssent. Sachez qu'en Europe, 10 à 15% des jeunes de 15 à 25 ans pratiquent à un moment donné l'automutilation, les coupures. C'est quand même énorme, énorme. Donc il y a un problème de très mauvaise estime de soi, etc. Donc, je me suis dit, mais en quoi ça correspond avec mon background, si vous voulez, de bouddhiste? Je me suis dit, mais au fond, c'est pour des gens qui souvent ont eu des difficultés énormes, qui n'ont pas été aimés dans leur jeunesse, et qui ne croient plus au bonheur, parce que le simple mot, évoquer le bonheur, ça leur fait mal, parce que ça a été refusé si longtemps, l'affection, la tendresse, la bienveillance. C'est de se dire, au fond, dans le bouddhisme, on se dit, je ne me réveille pas le matin en me disant, puisse-je souffrir toute la journée, et si possible, jusqu'à la fin de mes jours. Donc, au fond, on préférerait ne pas souffrir. Donc, si on pouvait reconnaître ça, déjà pour les personnes souvent qui se haïssent elles-mêmes, c'est difficile. Reconnaître que si on pouvait, d'une façon ou d'une autre, faire mieux que de s'entailler les bras pour ne pas souffrir, ça serait quand même pas si mal. Une fois qu'on a reconnu ça, donc on essaie d'être bienveillant avec soi-même. C'est la façon d'éviter la souffrance, de progresser vers un mieux-être. Donc on accorde de la valeur à cette aspiration si profonde. Du coup, on est concerné par augmenter ce bien-être. Donc on va être bienveillant avec soi-même au lieu de se faire mal à force de se comporter de façon comme ça qui vont à l'encontre du bien-être. Donc ça, c'est la première étape pour ensuite, si j'accorde de la valeur à mon désir de ne pas souffrir, et j'étais tellement dans la confusion, etc., mais autrui, il peut aussi être dans la confusion, faire tout le contraire de ce qui mène au bien-être, mais au fond de lui-même ou d'elle-même, elle non plus ne souhaite pas souffrir. Donc du coup, vous commencez à accorder de la valeur à l'aspiration d'autrui. Donc, vous voyez, ça fait une sorte de réaction, une sorte de cercle vertueux, en commençant à être davantage bienveillant avec vous-même, non pas de manière narcissique ou égoïste, mais simplement, parce que comme disait Coluche, il n'y a pas de mal à se vouloir du bien. C'est vrai, c'est pas égoïste de se vouloir du bien. Et de ça, on en vient à étendre le cercle de cette considération vers autrui. Alors pour 2 dernières questions. On voit des formes de capitalisme patient émerger, des formes de caring economics, donc au fond des nouveaux paradigmes de la manière dont on fait du business. Votre perspective par rapport à... Moi justement, on a vu Tanya Singer, mais nous travaillons avec Denis Snower, qui a fondé le Global Economic Symposium, et qui est une personne tout à fait remarquable. C'est un économiste très classique, complètement homo economicus jusqu'au bout des ongles, et qui a vraiment transformé sa vision des choses. Et sa conclusion, c'est qu'il y a 2 choses. Alors, l'homo economicus, comme vous le savez, c'est la maximisation des préférences et des intérêts personnels. Point final. Et Francis Edgeworth, qui était un des fondateurs de l'économie moderne, disait il n'y a pas de place pour l'altruisme dans l'économie. Alors ça, vous avez compris, c'est fini. Dégagé. Donc, ce que Denis Snower a bien montré, c'est qu'il y a 2 choses
que l'Homo economicus ne pourra jamais régler ou envisager. C'est d'une part la pauvreté au sein de la richesse. Il n'en a rien à foutre. Le Bangladesh, ils peuvent continuer à gagner 3 roupies par t-shirt. Pour lui, c'est du bon. Donc, il n'y a pas de motivation pour maximiser vos intérêts personnels à réduire les inégalités et à remédier à la pauvreté au sein de la richesse. Une chose. Deuxième chose, le problème des biens communs. Les biens communs, c'est la qualité de l'air, de l'eau, l'environnement, c'est aussi la démocratie. À un moment donné, il faut faire quelque chose pour le bien commun, si on veut préserver l'environnement, etc., qui ne va pas maximiser dans l'immédiat vos intérêts personnels. Donc ça, l'Homo economicus, il ne connaît pas. Donc si vous voulez, vu que c'est les deux grandes, vous parlez de Davos, pendant 3 années consécutives, en tout cas dans certains des think tanks de Davos, quand on essaie de voir quel est le défi numéro 1 aujourd'hui, c'était, on a dit, les inégalités. Donc c'est vraiment reconnu même sur ce plan-là. Et l'environnement, on ne peut pas dire que ce n'est pas le grand défi du XXIe siècle. Donc, l'idée d'une économie... Alors, et ce que dit Denis Nowhere, c'est que la voie de la raison ne suffit pas. Parce que vous pouvez faire toutes sortes de raisonnements, que c'est mieux d'être un franc-tireur, un free rider, et du point de vue de la raison, vous avez intérêt à ne pas jouer le jeu et à maximiser vos intérêts. Donc, il faut la voie du care avec la voie de la raison. Parce que la voie de la raison peut vous faire des choix qui ne sont pas du tout éthiques. Et donc ça, je crois que c'est au cœur de cette idée de caring economics, qui semble... beaucoup plus humaine, et Mohamed Yunus le dit aussi. Si en fin de compte le profit est le seul but de toutes vos activités dans une entreprise, vous déshumanisez complètement l'entreprise, parce que nous sommes des êtres humains qui finalement avons cette tendance à prendre soin de l'autre. C'est pas possible de fonctionner comme ça. Donc voilà. Je vois qu'Henri Lachmann réagit. Bouhen, il aura un temps de parole et on aura un temps d'échange après. Les dernières questions, Mathieu. Cher Nalu. Alors, la dernière question, Mathieu. La compassion en action, parlez-nous un petit peu de Karuna Session, de quelques mots. On a quelques images là pour illustrer la réalité de votre association. Alors, si vous voulez, moi je me rappelle quand j'avais fait le moine et le philosophe avec mon père. D'abord, pendant 25 ans, j'étais un complet inconnu dans l'Himalaya. Je vivais avec 50 € par mois, mais très heureux dans mon petit ermitage auprès de mes maîtres spirituels. Mais je ne pouvais pas aider beaucoup autour de moi, ça c'est clair. Quand est venu le moine et le philosophe, alors brusquement, les plateaux de télé, les machins, trucs, d'un jour à l'autre, vous devenez un homme public. Et on m'avait posé le questionnaire de Proust et tous ces trucs-là. Qu'est-ce que vous regrettez le plus? Vous avez un regret. Et ce regret, c'est après avoir médité sincèrement de tout mon cœur sur l'altruisme et la compassion pendant 25 ans, c'est de ne pas avoir pu mettre la main à la pâte. Hein. Donc le cœur pur et les mains dans le cambouis. Donc d'essayer vraiment de mettre ça en application. Et grâce au fait que ce livre a bien marché, que je dédie depuis 100% de mes droits d'auteur, là je ne fais pas le détail, pour des projets humanitaires. Donc j'ai fondé cette association Karuna. Au début, je voulais l'appeler Compassion en Action. On m'a dit « Oh, ça fait trop religieux, en France, ça ne marchera pas ». Donc je l'ai appelé Karuna, ce qui veut dire la même chose, mais personne ne sait ce que c'est. Donc en gros, si vous voulez, on s'est dédié avec un groupe d'amis, de mécènes, de philanthropes, à essayer de servir dans des régions reculées de l'Himalaya, chez les nomades au Tibet, dans les régions pauvres au Népal et dans le Bihar, qui est probablement une des provinces les plus pauvres de l'Inde. Donc toucher les populations les plus défavorisées avec vraiment une éthique, une mission, le fait d'avoir commencé par se transformer soi-même pour se mettre au service des autres, ça aide pour faire une ONG. Et donc un peu, voilà, donc au début c'était des petits moyens, finalement on a grandi, et j'étais moi-même surpris de la façon dont ça grandissait, parce que j'ai jamais eu l'âme d'un chef, donc je me dis bon, comme ça, puis finalement l'an dernier on a eu 400 000 bénéficiaires hein, en Inde, au Népal et au Tibet. Donc c'est pas mal dans le domaine de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Au moment des 2 tremblements de terre, on a réussi à dépenser 3,5 millions d'euros, c'est pas énorme, enfin c'est 3 fois plus que le gouvernement français, excusez-moi. Et on a aidé dans 620 villages, 220 000 personnes, 600 tonnes de riz, 15 000 tentes, tout ça avec un petit groupe d'amateurs farfelus qui finalement, au bout de 15 ans, ont réussi à se structurer un tout petit peu, mais en gardant cet esprit de croissance organique, sans trop de hiérarchie. Alors là, vraiment, un travail du cœur, quoi. Et donc, quelqu'un a dit une fois, c'était des financiers suisses qui disaient oh, « c'est pas très sérieux, Mathieu, il fonctionne qu'au coup de cœur ». Alors, quand on a fait un bilan, on a fait un petit livre au bout de 10 ans, j'ai utilisé ça, 10 ans de coup de cœur réussis. Donc voilà, donc on continue. Je vieillis, je vais avoir 71 ans bientôt, donc je ne vais pas pouvoir courir le monde comme un dératé tout le temps, mais
Je pense que maintenant, après les tremblements de terre notamment, beaucoup de gens ont reconnu Karuna pour ses propres mérites, et pas seulement parce que c'est le moine bouddhiste qui a commencé tout ça. Et j'ai le grand espoir que cette belle œuvre va se poursuivre et se maintenir au fil du temps. Donc merci beaucoup. Une des raisons de ma présence ici, c'est que vous avez aimablement décidé de soutenir ces projets. Donc vous pouvez dire que tous ici, autant que vous êtes présents, vous êtes un petit peu dans ces villages au Népal, chez les nomades au Tibet, dans les campagnes du Bihar, pour l'alphabétisation des femmes, plein de choses magnifiques comme ça, électrification solaire en entraînant des grands-mères illettrées à devenir ingénieurs solaires, tout ça. Vous faites partie de cette famille maintenant. Merci de tout cœur. Merci beaucoup, monsieur.